Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Oui, chers apprenants de la classe digitale, recevez mes salutations. Je réponds au nom de Kintibux. C'est moi qui vais vous prendre pour les cours d'histoire et de géographie pour les classes de terminale, toutes séries confondues. Bon, quand je dis toutes séries confondues, bon, c'est les séries A, B, C et D. Donc, nous n'avons pas les séries techniques et professionnelles ici. Mais la présentation que je vais faire va prendre deux volets. C'est-à-dire une première présentation qui va prendre en compte ceux de la terminale, les terminales littéraires, c'est-à-dire ceux de la terminale AB, et une deuxième présentation qui va prendre en compte les séries scientifiques, c'est-à-dire ceux de la C et D. D'abord, avant de commencer, nous allons partir d'une petite structuration du programme, c'est-à-dire la partie qui fait que chaque apprenant doit mériter ce qu'il est en train de donner comme rendement. Cette partie, je vais l'intituler la partie des critères. La partie des critères. L'évaluation qui est faite aujourd'hui pour les classes dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire premièrement les classes de terminale A et B, cette évaluation est appelée évaluation critériée. Donc c'est un certain nombre de critères qui sont mis en jeu et influencent, conditionnent la note que l'apprenant doit recevoir à la fin de sa composition. Ainsi dit, ceci est récapitulé en 4 parties. Les 4 parties, nous les appelons C1, C2, C3 et C4. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers ces notes que j'ai mises au tableau? D'abord, si je suis en histoire, le professeur, vous allez constater, il va mettre H devant l'accolade, il va mettre, H devant l'accolade ici. H qui désigne histoire. Mais par contre, lorsque il est en face d'un sujet de géographie, vous allez voir, il va mettre G. Donc, c'est des dénominations purement techniques dont l'apprenant doit avoir connaissance pour savoir quelle partie de sa composition est en train d'être notée. Vous allez voir sur d'autres épreuves, au lieu de H et de G, vous allez voir grand 1. Et pour une autre partie, vous allez voir grand 2. Le tout dépend de la façon dont l'épreuve est élaborée. Le C1, comme je le disais tout à l'heure, est réparti en 3 sous-parties. C'est-à-dire quoi? Lorsque je prends ce C1, il a 3 éléments. Le premier table sur quoi? Lorsque le professeur prend la copie de l'apprenant, il regarde si ce dernier a élaboré une introduction, un corps du devoir et une conclusion.
Quand je dis élaborer, c'est juste la présence de ces trois parties-là sans aller dans le contenu. Il ne lit pas, mais il regarde si ces trois parties figurent sur sa copie. Si ces trois parties y figurent, le professeur, lui, il lui attribue déjà 0,50 pour la présence de chacune de ces trois parties-là. Maintenant, il commence par lire la copie de l'apprenant. Quand il commence par lire, il regarde si l'apprenant n'est pas allé à leur sujet. Aller à leur sujet, ça signifie quoi? Passer de coq à l'âne. Peut-être on a interrogé l'apprenant sur un sujet d'actualité. D'accord? Ce qui n'est pas pris en compte par le programme. Je veux rentrer un peu dans l'actualité. On lui parle de COVID-19, il parle de Ebola. Les deux traitent de la maladie, mais le sujet ne lui a pas dit d'aborder, d'accord, Ebola. Là, c'est un autre sujet. Si l'apprenant n'est pas allé à leur sujet, il a respecté. Il a répondu aux questions comme cela se doit. Le professeur lui attribue 0,50. Et la troisième partie qui regroupe le C1, c'est l'ordre des consignes. C'est-à-dire quoi? Les questions sont posées dans un ordre donné. Ce que nous appelons la chronologie. De 1, 2, et ça peut s'arrêter à 3. L'apprenant qui, en répondant aux questions numéro 1, il saute sur la question numéro 3 et se rappelle la réponse de la question numéro 1 et revient là-dessus. L'apprenant n'a pas respecté l'ordre des consignes. Mais s'il a répondu à la première question, à la deuxième et à la troisième, le professeur lui attribue encore 0,50. La sommation de ces trois notes que j'ai mises ici nous donne 1,50. Par conséquent, on dit que le C1 est noté sur 1,50. C'est comme ça qu'on mérite les 1,50 du C1. Bon, et pour le C2, ça varie d'une méthodologie à une autre. Mais la valeur numérique de ces variations-là revient à 4,50. C'est-à-dire, quand je mets les 4,50 ici, ça fait 1,50 fois 3. Certains vont me demander pourquoi j'ai mis fois 3. En réalité, lorsque vous prenez une épreuve d'histoire, géographie, chaque exercice regroupe 3 questions posées. Donc, c'est la valeur de points de notes attribuée à chacune de ces parties-là, qui est 1,50. Donc, les 1,50 fois 3 nous donnent 4,50. Mais je le disais tout à l'heure, je reviendrai pour expliquer parce qu'il y a plusieurs exercices en histoire et géographie. Donc, avec chaque exercice correspond une numérotation, une attribution des points donnés à ce niveau-là. Nous passons au C3. Les apprenants vont retrouver C3 sur leur copie. Bon, la majorité, sinon bon nombre ne comprennent pas correctement de quoi il s'agit, mais c'est la note que le professeur a mise en haut là, qui représente, qui est plus importante. Donc, c'est sur ça que eux tous focalisent leur attention. Le C3, en réalité, est noté sur 3 points. Nous avons 3 points ici. Et comme je le disais, il y a toujours la variation des exercices à proposer. Pour un exercice, vous allez voir 1 plus 1 plus 1. Pour d'autres, vous allez voir 1,50 fois 2. Donc, c'est la valeur numérique de ces 3 parties-là qui donne les 3 points que vous avez ici. Lorsque
Chers apprenants, lorsque vous faites une petite gymnastique mathématique, vous allez vous rendre compte que les points que les notes attribuées à ces différentes parties-là, leur somme donne 9. Autrement dit, j'ai un 50 ici, que j'ajoute aux 4 50. Ça me fait 6, si je ne me trompe pas. Mais je crois très bien que je ne me trompe pas. Et je suis devant des apprenants vraiment experts qui ne se trompent pas également comme moi. Vous ajoutez les 6 en question aux 3 qui sont ici. C'est ça qui donne 9. Il y a quelque chose que nous appelons en histoire-géographie un genre entre griffes, une échelle. L'apprenant qui arrive à totaliser les 2/3 de ces 9 points-là, on le fait évoluer davantage. Quand elle dit 2/3 de ces 9 points, habilement devant moi, je crois que vous pouvez me donner la réponse. Vous ne vous trompez pas, vous m'avez donné 6 comme élément de réponse. C'est bien juste. L'apprenant qui réunit 6 sur les 9, d'accord, le professeur va le bonifier. Il lui donne un point supplémentaire. Donc, les 1 point supplémentaire, c'est ça qui se retrouve ici. C'est-à-dire quoi? Vous allez voir un point ici et on ouvre les parenthèses, on met bon, les 1 point là, je les baptise ins. D'accord? Ins supérieur ou égal à 6. C'est-à-dire, pardonnez, le ins là, c'est l'ensemble des points totalisés ici, d'accord, qui doit être égal à 6 ou dépasser 6. Donc, ins supérieur ou égal à 6. C'est ça qui permet à l'apprenant de bénéficier des 1 point. Bon, il y a d'autres critères que le professeur peut mettre en jeu pour agir parfois sur ces 1-là. C'est ce que nous pouvons retenir à travers l'évaluation critériée. Donc, bon nombre d'apprenants vont retrouver ces notations-là, surtout dans l'angle gauche de leur copie. Et le professeur lui revient maintenant de sommer tout ce qui est ici, qu'il va ajouter au deuxième exercice qui est fait. Et il va mettre la note totale maintenant sur la copie. Je crois que vous m'avez suivi avec beaucoup d'attention. Nous allons passer simplement à la deuxième partie de notre séance de renforcement ou de communication. Toutes vos questions seront retenues et elles auront de réponses pour étancher vos soifs psychologiques. La deuxième partie, si vous me permettez, je vais effacer ceci. La deuxième partie de notre travail va prendre en compte le commentaire. Je vous le disais, je suis avec les séries littéraires. C'est une série qui, selon le choix des apprenants que vous êtes, a un coefficient, une valeur de coefficient très élevée. Ça varie de 4 à 5. Si je ne me trompe pas, les séries A et B. Donc, si vous êtes en A, il y a là une valeur. Si vous êtes en B, il y a une valeur. Donc, l'enjeu est de taille. J'attire votre attention là-dessus. Pour que, si vous allez composer, vous sachiez que en histoire géo, si vous commettez la moindre erreur, sachez que c'est vraiment de la catastrophe.
de la catastrophe. Mais la chance va vous accompagner. Nous souhaitons toujours que vous fassiez plus d'efforts avant que la chance ne vous accompagne. Nous passons à ce qu'on appelle le commentaire de test. Commentaire de test. Quand je parle de commentaire de test, je veux parler de la méthodologie. Méthodologie du commentaire de test en histoire. Voilà la discipline que nous enseignons est appelée histoire géo. Mais lorsque nous voulons dérouler les exercices, le schéma directeur pour conduire un exercice de commentaire de test en histoire n'est pas le même que ce qui est fait en géographie. Raison pour laquelle j'ai commencé par la méthodologie du commentaire de test en histoire. Je crois que je me fais clair. Je sais que, bon, mes chers apprenants que vous êtes, les mémoires sont en train de trotter un peu, mais ce n'est pas un problème. D'accord, nous sommes à un rendez-vous de donner et de recevoir. Lorsque nous prenons le commentaire de test en histoire, ceci revêt 3 sous-parties. Une première partie appelée, bien sûr, présentation. Présentation. Certains vont me demander pourquoi je ne l'ai pas appelé introduction. En réalité, ici, on ne parle pas d'introduction, bien que ça ressemble typiquement à une introduction. Il y a une nuance. On l'appelle présentation. Celui qui prend votre copie, il sait d'office qu'il y a 3 parties qui sont là. Lui, permettez-moi le thème, nous allons l'appeler le profane. Parce qu'il n'est pas allé à la formation, bon, il n'a pas été formé pour la cause. Mais quand il prend, il sait que là, c'est une introduction. Mais ce n'est pas une introduction comme les autres. Nous l'appelons ici présentation. Parce que c'est quelque chose qui est en train d'être présenté. Quand on parle de la présentation ici, nous avons 7 différentes étapes à parcourir. Et nous allons expliquer chacune de ces 7 étapes-là. Il y a une première étape que nous baptisons N, la deuxième S, la troisième A, la 4e étape qui est appelée D. Si vous permettez, je vais venir ici. La 5e étape qui est C, la 6e qui est I et la dernière qui est D. Mais lorsque nous mettons D, nous pouvons également l'appeler S. Nous pouvons encore l'appeler CI. Ça dépend, c'est une variable. Nous allons expliquer chacun de ces thèmes en abréviation. Chers apprenants, je vous aime correctement parce que je sais que vous êtes nos ambassadeurs pour les examens à venir. Et je suis sûr que vous allez nous représenter là-bas valablement. Raison pour laquelle je vous invite avec humilité à suivre cette partie correctement pour ne pas passer à côté. Là où j'ai mis N, il me revient de compléter simplement ceci. On l'appelle nature. Là, c'est la nature du test. Et les supports qui sont à votre niveau, vous allez voir comment
la nature est bien détaillée dedans et en son temps, je recevrai vos questions auxquelles je trouverai des réponses. La deuxième partie, S, c'est la source. Là où le test a été pris. Et nous avons une quatrième partie appelée auteur. Autrement dit, qui a rédigé le test ou qui ont rédigé le test. C'est ça l'auteur ou les auteurs. Nous passons à la quatrième partie appelée destinataire. Vous avez ici la partie intitulée destinataire. Tout texte rédigé est destiné à quelqu'un. Ou à certains. Quand il dit quelqu'un, c'est un vil individu, ou bien à toute une population, ou bien au monde entier, ou à une communauté donnée. La cinquième partie, nous l'appelons le contexte historique. Le contexte historique. Oui, on parle de contexte historique. Le support qui est à votre niveau, vous allez constater que cette partie présente jusqu'à 2 ou 3 possibilités. Les possibilités dont nous parlons ici, ce n'est pas que je vais les prendre toutes en compte. Je choisis, d'accord, une parmi tout ce que je suis en train de voir. Autrement dit, prendre ce qui semble plus, ce qui répond plus à votre habileté. Si je n'avais pas, par exemple, l'habitude d'aborder la première partie, ce n'est pas le jour de l'examen que je vais prendre cette partie-là et dire, je vais procéder ainsi. Non, non, non. Ayez des habitudes qui pourront vous aider dans le test, dans le temps, au moment où il aura fallu. Et le I que vous voyez ici, c'est l'idée générale. C'est l'idée générale. La dernière partie intitulée D, S, essaye. Nous allons retenir le D comme le découpage. Bon, permettez que je reprenne encore le D ici. Bon, ou je fais simplement comme ceci. D'accord? Je ramène découpage comme ça. Et entre parenthèses, le S que j'avais écrit, c'est la structure. D'accord? Le CI, c'est... Bon, les centres d'intérêt. Et je fais. Je suis correctement heureux parce que je suis devant des gens très éveillés qui me suivent très bien et en son temps, ils poseront les questions comme cela se doit, auxquelles je trouverai des réponses qui vont éclairer tout le monde à la fois. Je reviens un peu en arrière. Quand on parle de la nature, vous allez me demander où est-ce qu'on peut trouver l'élément de réponse là. Lorsque vous fouillez le support, les indices qui peuvent vous amener à trouver la nature se retrouvent au bas du test. Vous allez, quand vous regardez bien le test, au bas du test, vous allez trouver certainement des informations qui sont là, qui renseignent sur le test. C'est là que vous arrivez à trouver la nature du test. Il en est de même pour la source. La source aussi est trouvée au bas du test.
de même que l'auteur. Autrement dit, les trois parties que voici là, les trois premières parties là, c'est au bas du texte que vous les retrouvez. Je crois que je me suis fait clair. Le destinataire, c'est après lecture du texte. Et cette lecture bien comprise de l'apprenant ou des apprenants intelligents que vous êtes, que vous arrivez à pouvoir savoir à qui le texte est destiné. Je remonte au contexte historique que j'avais expliqué précédemment. Beaucoup d'indices qui nous amènent à comprendre ou à détecter avec facilité le contexte historique, c'est les années ou l'année mentionnée en bas du texte là. Quand on a fini de rédiger le texte, vous allez voir, on met une année là. Peut-être c'est une date, d'accord? Ou bien c'est juste l'année qu'on a mise. C'est ça qui vous permettra de trouver le contexte historique. Nous passons maintenant à l'idée générale. On dit une idée qui est générale. Au fait, ce que je tiens à ajouter, compléter à ce niveau, comme le nom l'indique, elle est générale. Aujourd'hui, lorsque vous allez prendre tous les tests de commentaires soumis à votre réflexion, vous allez vous rendre compte que les tests ne sont pas intitulés. Les tests n'ont pas de titre. Vous allez me demander pourquoi ça n'a pas de titre. C'est comme ça, d'accord? C'est élaboré aujourd'hui. Au brouillon, après que vous autres, vous avez fini de lire le test, vous vous rendrez compte que l'idée générale est le titre valable que vous-même vous pouvez attribuer à un test. Je ne vous demande pas d'aller intituler le test qui est à votre niveau. Mais après avoir lu le test de long en large, vous allez voir que le test est en train de parler de tel. Et l'idée générale que vous proposez doit prendre en compte toutes les structurations du test en question. J'attire notre attention là-dessus. Il faut essayer, d'accord, de trouver des idées qui ne vont pas comporter des verbes conjugués. C'est au cours de la rédaction que moi-même je peux, d'accord, ramener l'idée que j'ai trouvée dans une phrase et comme l'instituteur, on le disait depuis le primaire jusque-là, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de phrase sans verbe. Vous ramenez votre verbe dedans pour éclairer celui qui est en train de corriger. La dernière partie, appelée découpage, comme l'indique le nom, revient à découper le texte selon les idées qu'il véhicule. Je dis bien, la dernière partie revient à découper le texte selon les différentes idées qu'il véhicule. Vous n'allez plus trouver un texte qui sera conduit sur une seule idée du début jusqu'à la fin. Le texte, évoluant dans sa tournure, peut aborder un autre aspect. Là où ça prend fin, c'est là la fin de la première partie. Et vous continuez pour voir le nombre de parties que vous allez trouver dans le texte en question. Je crois que c'est suffisamment clair. Après le découpage, qu'est-ce qui se passe? On intitule chacune de ces sous-parties. C'est toujours le découpage, comme je le dis, là, qu'on appelle structure. Et
également plus connu comme un centre d'intérêt. Quand nous parlons de centre d'intérêt, beaucoup comprennent davantage. C'est pourquoi nos chers apprenants, dont nous avons la responsabilité aujourd'hui, puissent couper le texte que nous parlons de découpage, découper le texte, le rendre en miniature selon les idées qu'il véhicule. Et voici ce qui se passe à ce niveau-là. Chaque partie, sinon chaque sous-partie, d'accord, chaque centre d'intérêt au retenu doit être intitulé. Vous lui donnez un nom. Si je dis un nom, ce n'est pas très bien, ok, je reviens, vous lui donnez un titre. D'accord? Vous lui donnez un titre. Et on dit, la première partie, le texte en question est structuré en 2 ou en 3 parties. D'accord? Souvent, c'est 2, mais vous pouvez également avoir des textes qui auront au-delà de 2 parties. Nous avons, quand vous dites le texte est structuré en 2 parties, vous mettez point, vous pouvez dire la première. Qui parle de, vous ouvrez les guillemets. D'accord? Et vous recopiez le début du texte. Lorsque vous recopiez le début, bon, vous mettez, peut-être qu'on a dit de la fin de la Première Guerre mondiale, ainsi de suite. Vous mettez de là, vous mettez point, et vous mettez les derniers mots. D'accord? Bon, peut-être on a mis catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle. Et c'est là la fin. Vous fermez, vous mettez point. La première partie, la première qui part de la fin, catastrophe naturelle, vous voyez ceci, peut être intitulé. Vous mettez 2 points. Donc, après avoir lu cette partie, le titre valable que vous jugez bon de lui donner, vous mettez ça ici. Et vous mettez point. Et c'est comme ça, vous reprenez pour la deuxième partie. Si le découpage a souligné que c'est 2 parties que vous allez retrouver au total. Bon, je ne voyais pas le bleu, hein. D'accord, nous sommes à un rendez-vous de donner, de recevoir. D'accord, je suis sûr et certain que quand vous allez poser vos différentes questions et nous aurons trouvé une réponse à ça, chacun va repartir très armé en connaissance. C'est ce que nous pouvons dire par rapport à la première partie appelée présentation. Comme je le soulignais tout à l'heure dans la sous-rubrique critères, le C3, d'accord, je dis bien le C3, comme ceci. J'avais dit que vous allez voir 1 plus 1 barre 1, 50 fois 2. Et la sommation de chacune de ces 2 parties-là me donne 3 points. Ça peut aller. Ce qui est ici n'est pas pris en compte.
c'est ceci qui cadre avec l'exercice que nous sommes en train de développer. Autrement dit, la présentation du test est notée sur 1,50. Et à ces 1,50 s'ajoute une autre partie, d'accord, qui mérite également les 1,50 et la somme nous donne 3 points. Nous allons aborder avec la deuxième partie, la partie la plus volumineuse d'ailleurs. Permettez, ceux qui n'ont pas encore pris note de ce que j'ai mis ici, là, recopier chez vos voisins. Oui, je le disais tout à l'heure. La deuxième partie, d'accord, d'un exercice de commentaire de test en histoire-géographie est appelée le corps du devoir, c'est-à-dire le corps du devoir. Vous allez constater que j'ai mis 2 différents tirets. C'est comme ça le corps du devoir est élaboré. La première partie, ici, est appelée commentaire analytique. La première partie est appelée commentaire analytique. Donc ici, dans le corps du devoir, d'une façon ou d'une autre, on a 2 commentaires. C'est-à-dire la deuxième qui est appelée le commentaire critique. Le commentaire critique. Vous allez me demander comment arrive-t-on à rédiger le commentaire analytique. C'est très simple, si on a la volonté. Cette partie est centrée sur le cours. Et sur une autre partie, c'est-à-dire certains passages intéressants du test qui cadre avec la question posée. Autrement, vous serez en train de répondre aux questions portant sur le test et en train de tirer des passages de ce même test. Qu'est-ce que je voulais souligner par là? Lorsque vous prenez le sujet, vous avez un petit 1 qui est comme ça. Vous avez un petit 2 qui est comme ceci, un petit 3 et un petit 4. C'est-à-dire quoi? Le petit 1 dit simplement présente le test. C'est la réponse à ce petit 1-là, qui est la présentation que j'ai faite tout à l'heure. Lorsque vous voyez, on dit présente le test, vous faites ce que j'avais fait tout à l'heure. Vous parcourez normalement les 7 différentes étapes. Le petit 2,
Sinon, je fais comme ceci, je fais comme ça. Et je mets corps du devoir. Je crois que ça suit bien, chers apprenants. C'est la réponse à la question petit 2 là, qui est le commentaire analytique. Si je ne me trompe pas. C'est-à-dire quoi? En train de réciter le contenu notionnel et en train de tirer les passages du test, c'est comme ça que je suis en train de répondre à la question petit 2. Vous allez me demander comment tire-t-on des passages du test. C'est très simple. Ici, il n'est pas question de mettre point. On est en train de m'évaluer sur quelque chose, on a posé une question. J'ai détecté la réponse à cette question-là dans telle partie de mon cours. Et telle partie du test-là cadre avec la partie de mon cours que je suis en train de livrer. Dans ce cas de figure, lorsque je récite une partie de ma connaissance notionnelle, c'est-à-dire une partie de mon cours, je ramène un passage du test qui cadre avec. Et je prends soin de mettre ça entre les guillemets. Et j'ai bien dit, il n'y a pas de pointillé ici. Si on a mis zone industrialisée, et je vois que c'est juste la partie là qui cadre avec le contenu notionnel, moi-même je mets zone industrialisée comme ça et je ferme. Mais si c'est toute la phrase dans laquelle se trouve zone industrialisée qui cadre avec la partie de mon contenu notionnel, je mets toute la phrase. Je ne mets pas ça comme ça. Je crois que ça va. J'évolue vers la question numéro 3. Comme vous le voyez, c'est un commentaire critique. On l'a appelé commentaire critique. Donc, à ce niveau, on doit s'attendre à des critiques. Il revient d'apprécier le test sur deux parties, lesquelles, sur le fond et sur la forme. Les deux F. Mais ces deux F n'ont pas le même contenu. Voici comment se fait le fond. Lorsque l'auteur est en train de relater l'événement ou en train de décrire quelque chose, ici maintenant, on le critique. Si on dit qu'on le critique, dans la majorité des cas, on le critique sur le côté pervers, c'est-à-dire la partie, les notes, ce que l'auteur n'a pas pris en compte. Au lieu qu'il détaille correctement, il y a des insuffisances. C'est ici vous allez ressortir ça. Et on essaie de développer une argumentation cohérente. On ne critique pas pour critiquer, mais il faut essayer de critiquer pour pouvoir bien justifier ce qu'on est en train de faire.
Je crois que c'est clair. J'aborde maintenant le volet forme. La forme, ce n'est rien d'autre que la façon dont le test est présenté. Je dis quoi à ce niveau? Si par exemple, l'auteur a fait preuve d'une figure de style soutenu et nous n'arrivons pas à trop comprendre ce qu'il est en train de dire, c'est l'instance requise pour pouvoir en parler. C'est l'instance requise pour pouvoir en parler. Peut-être que l'auteur, au lieu de recopier, au lieu de mettre tout le texte, il procède par des pointillés ou il met etc. Ou il met des crochets comme ceci. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a des choses, des notions qu'il a gardées, des informations qu'il a gardées à son niveau. Étant donné qu'il a gardé des informations à son niveau, vous allez dire que si ces informations qu'il n'a pas livrées étaient complétées, ajoutées au test dans son intégralité, là, vous allez pouvoir comprendre davantage son message. C'est ici, on en parle. Bon, vous pouvez demander, mais est-ce que c'est seulement à ça qu'on doit s'attendre? Et si le test n'a rien de tout ça? Si le test n'a rien de tout ça, d'accord, vous en parlez également. Le test qui est bien compris, on dit qu'il est bien accessible. Et si ce n'est pas bien compris, c'est le contraire, inaccessibilité. D'accord, le test n'est pas accessible, ce n'est pas du tout facile à comprendre. C'est ici, on en parle. Je crois que je suis en train de finir avec le corps du devoir du commentaire de test. Regardez bien, jusqu'à aujourd'hui, nous avons retenu que la question numéro 1 est l'introduction. Nous avons retenu, suivant ce que je suis en train de dire ici, que le 2 et le 3 représentent le corps du devoir. Bon, évidemment, quand il y a un corps du devoir, on doit s'attendre à une conclusion. Autrement dit, la conclusion ne peut être que la question numéro 4. Ici, voici comment cette conclusion se présente. Au niveau de la question numéro 4, vous allez lire sur la plupart des épreuves, donne l'intérêt et la portée de ce test. Lorsque vous ne voyez pas donne, c'est des thèmes synonymes, vous allez voir. On peut dire dégage l'intérêt et la portée de ce test. Certains vont me demander ce que signifie intérêt, ce que signifie portée. L'intérêt, c'est quoi? Lorsque j'ai étudié le test, du début jusqu'à la fin, qu'est-ce que j'ai retenu? C'est ça que j'appelle intérêt. C'est l'intérêt que j'ai eu après avoir étudié ce test en question. C'est le lieu d'en parler. Je mentionne. Bon, sur la plupart des copies, nous rencontrons le test est digne d'intérêt comme formule standard. Bon, ce n'est pas faux, mais nous attendons de vous de nouvelles
de nouvelles formules aussi, parce que la qualité crée la différence. On s'y attend. Vous donnez l'intérêt et vous abordez la deuxième partie appelée portée. La portée, c'est quoi? Nous pouvons l'expliquer comme une conséquence ou des conséquences. J'ai lu le texte, j'ai compris ceci. Ça peut avoir quelles conséquences, quelles répercussions? C'est là que moi-même, je vais donner une meilleure de moi-même, un grand effort venant de moi-même, une meilleure connaissance. Je mets ma réflexion en jeu pour dire, comme je suis désormais qu'il y a ci et ça, donc je m'attends à telle chose. Comme un rebondissement. Et je peux nous dire que lorsqu'on prend la dernière partie qui est la conclusion, que j'ai appelée tout à l'heure, intérêt et portée. La première partie est notée sur 0,50, tandis que la portée qui m'a amené à réfléchir correctement là est notée dans bien de cas sur 1 point. Donc, mes chers apprenants, vous devez savoir qu'on attend de vous un grand effort de réflexion pour mériter un grand point, une note importante qui est 1. Donc, je reviens là-dessus sur le C3. C'est ça qui fait les 1,50 plus 1,50. C'est-à-dire les 3 points. Les premiers 1,50 là, c'est pour la présentation. Ce que j'ai remplacé par introduction. Et les deuxièmes 1,50 là, c'est pour la conclusion, qui est l'intérêt et la portée. Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Oui, chers apprenants, comme je vous le disais, d'accord, nous avons commencé ce petit travail que vous avez suivi avec délicatesse. Je suis vraiment content de vous, mais vous permettez que nous fassions rapidement un petit point de tout ce dont il a été question. Bon, nous avons d'abord présenté la matière, d'accord, c'est l'histoire-géographie, c'est de ça qu'il a été question premièrement. Nous avons donné son importance en valeur de points, d'accord, et nous avons dit qu'il s'agit de l'évaluation critériée, et on a présenté les critères du premier au dernier. Vous avez suivi avec importance. D'accord? Ça me fait correctement plaisir. Nous avons remonté à ce qu'on appelle la méthodologie du commentaire de test historique. Puisque je vous avais dit qu'il y a 2 types de commentaires. Donc, pour cette séance, c'est le commentaire historique que nous avons présenté. Et en le présentant, nous l'avons eu sous 3 aspects. Le premier, d'accord, nous avons dit que ça a une présentation qui remplace l'introduction dans ce cas de figure. Et cette présentation revêt 7 différentes parties, à savoir la nature, la
source, le contexte, le cycle là, nous avons retenu N, SAD, SID, d'accord, que vous allez essayer de cadrer à votre niveau avec ce que je vous ai donné. On a abordé le corps du devoir, d'accord, et ici, nous avons dit qu'il y a 2 commentaires. Quand il dit 2 commentaires, je mets ça entre griffes. Commentaire, c'est commentaire. C'est 2 sous-parties. La première est appelée commentaire analytique, la deuxième est appelée commentaire critique. Pour le commentaire analytique, nous l'avons présenté en disant qu'il faut s'atteler aux connaissances notionnelles, c'est-à-dire les cours que vous avez reçus en situation de classe, ajoutés au passage du test qui sont très importants. Et je reviens pour vous dire qu'on attend de vous au moins 3 passages tirés du test. Et chaque passage tiré du test vaut 0,50. Et les autres valent 1 point, d'accord, 1 point chacun. Et le tout ensemble fait 3 points pour la connaissance notionnelle, 1,50 pour les parties tirées du test. Les 2 sommés, ça fait 4,50. Nous abordons maintenant la deuxième partie du corps du devoir qui est le commentaire critique. Là, c'est le fond, c'est la forme. D'accord? Nous évoluons avec la conclusion, l'intérêt et la portée. Qui est venu boucler la boucle? Chers apprenants très intelligents et candidats, d'accord, très sûrs, sur lesquels nous comptons, nous vous remercions.